Monsieur Adengra, désolé, on continue. D'accord. Ok, d'accord. Donc, on va parler de plus proprement dit planification des projets de développement. Donc, on va les lire ensemble. La planification, c'est élaborer la stratégie d'une intervention qui vise à résoudre un problème considéré comme central et qui a des répercussions diverses à court terme et à long terme sur un groupe de personnes et ou un territoire. La planification doit permettre de mettre en relation logique les problèmes que l'on veut résoudre avec des résultats des actions que l'on entreprend. Donc, c'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Donc, la planification par objectif permet donc de définir les objectifs à long terme de l'intervention, les objectifs globaux et ceux à moyen terme aussi spécifiques ou exercices de projet. Elle définit aussi des résultats dont l'atteinte contribuera à réaliser l'objectif du projet et la série d'activités à mettre en œuvre pour atteindre les résultats obtenus. Donc, on passe maintenant à la définition de la planification. Planifier, c'est élaborer la stratégie d'une intervention qui vise à résoudre un problème central qui a des répercussions diverses sur un groupe de personnes et ou un territoire. La planification, la deuxième définition qu'on donne à la planification, la planification doit permettre de mettre en relation logique les problèmes que l'on veut résoudre avec des résultats d'action que l'on entreprend. Et on va nous donner ici deux types de planification. Il existe plusieurs méthodes de planification. La planification par objectif et la gestion axée sur les résultats. Je vais demander à M. Allegra, est-ce qu'il a une notion de ces deux thèmes que je viens d'énoncer? Une notion sur les thèmes de planification, les deux méthodes de la planification. Oui, oui. On a la planification par objectif et la gestion axée sur les résultats. Est-ce que de manière générale, est-ce que vous avez des notions dessus? Oui. Bon, disons, de façon voilà, en vrac, nous avons quand même un aperçu de la chose. Oui, d'accord. Donc, bon. C'est quoi la planification par objectif et la planification gestion axée sur le résultat? Et la question que je vais te poser, quelle est la différence entre ces deux types de planification? Bon, moi, je peux dire ici que la différence, c'est que d'abord, c'est au nom des thèmes, la planification par objectif. Bon, là, ce sont, disons, c'est une planification qui est faite sur bon, la base de, disons, d'éléments déjà existants. Et l'autre, disons, c'est un résultat qu'on veut atteindre. Donc, on dira que c'est un élément qui n'existe pas qu'on veut avoir. Bon, donc pour moi, la différence se situe un peu à ce niveau-là. C'est que l'autre, c'est comme si l'autre, on dira que l'autre est palpable. Par contre, l'autre, l'un est palpable et l'autre, pour le moment, je dirais qu'il est abstrait. Bon, c'est comme ça que je vois la chose en grosso. Donc, je ne sais pas si M. Adengra va lire ou bien si je vais lire, et puis on va voir ensemble quelle est la différence entre ces deux terminologies-là. D'accord, je vais lire. D'accord. Donc, qu'est-ce que la planification? C'est ça. Il existe plusieurs méthodes de planification. La planification par objectif et la gestion axée sur les résultats. La planification par objectif permet de définir les objectifs à long terme, objectifs globaux, et ceux à moyen terme, objectifs spécifiques.
ou de projet. Elle définit aussi des résultats dont l'atteinte contribuera à réaliser l'objectif du projet et la série d'activités à mettre en œuvre pour atteindre les résultats attendus. La méthode GAR est une stratégie de gestion centrée sur les performances et l'amélioration durable des résultats d'une organisation. Elle offre un cadre pour promouvoir l'efficacité au regard du développement où les informations sur les performances servent à améliorer la prise de décision. Donc, je vais poser la même question encore à M. Adingra. Est-ce que, oui. Quand vous avez fini de lire ces deux notions, est-ce que oui, il y a une différence entre ces deux notions, ces deux types de planification? Oui, selon le texte. Bon, on dit il y a un qui est défini, l'autre définit aussi les résultats. Bon, l'atteinte contribuera. Bon, c'est comme si l'un est le résultat de l'autre. Okay. Effectivement, je suis en train de titiller M. Adingra un peu oui, parce que ce cours est vraiment important. Oui. Vous avez vraiment compris la méthodologie qui est mise en place pour la gestion des projets. Parce que oui, la vie de tous les jours, c'est la gestion des projets. Hein. Tout notre gérer des projets. Et donc, même dans la rédaction de votre mémoire, ce cours va beaucoup vous servir. Ce cours va beaucoup. Soit j'insiste dessus, et même quand vous comprenez, je fais l'effort de revenir dessus, pour creuser, pour qu'on puisse comprendre. Parce que si on a compris, il y a des choses qui vont pas vous échapper comme ça. En fait, il y a une différence, effectivement, comme l'avait dit, il y a une différence. L'autre, généralement, regarde au niveau il y a plein d'exemples simples pour que vous puissiez mieux me comprendre. Votre formation de base, c'est quoi? Bon, moi, je suis ingénieur de travaux publics, ingénieur d'anciens géographiques. D'accord. Vous voyez, généralement, au niveau de l'université, tu vas avoir quelqu'un à rédiger un mémoire tout à l'heure. Quand il va finir de rédiger le mémoire, il va se fixer, il va se donner des objectifs, il va travailler pour atteindre ses objectifs. Mais vous allez voir qu'en entreprise, ce serait différent. C'est vrai que le gars, il s'est fixé un objectif qu'il va chercher à atteindre. Mais il va se demander après 5 ans, 6 ans, est-ce que l'objectif qu'il s'est fixé là, est-ce qu'il a un impact réel sur la population, bien sur l'espace sur lequel il travaille? Est-ce que l'objectif que j'ai voulu atteindre, est-ce que l'objectif était vraiment atteint? Donc, au niveau de la gestion axée sur les résultats, il y a le suivi qui est mis en œuvre là-bas. On parle beaucoup plus de suivi. Donc, vous allez voir qu'en entreprise, les gens utilisent le GAR, plus le GAR parce que lui, ce sont les financements, ce sont les entreprises privées qui ont déboursé de l'argent pour atteindre un objectif. Et lui, il veut savoir, est-ce que MTN veut comme ça installer les fibres optiques dans une zone? Mais après avoir installé les fibres optiques, ils vont faire un suivi et ils vont faire une évaluation pour savoir est-ce que les fibres optiques que j'ai voulu installer dans telle zone, est-ce que ces fibres optiques-là, l'objectif que j'ai voulu atteindre en installant les fibres optiques, est-ce que l'objectif a été atteint? Est-ce que vous voyez? Ce qui n'est pas généralement le cas quand on rédige les mémoires ici, on se fixe des objectifs, mais en entreprise, ils sont beaucoup plus sérieux dans. C'est pourquoi ils utilisent la méthode GAR, parce qu'ils estiment que la méthode GAR est beaucoup plus rigoureuse que la méthode par la planification par les objectifs. Ils se fixent des objectifs, ils se donnent des hypothèses, mais est-ce que les objectifs que tu t'atteins après 5 ans, parce qu'on a parlé d'objectifs à court terme,
et les objectifs à long terme. Les objectifs à court terme vont jusqu'à 5 ans et les objectifs à long terme vont au-delà de 5 ans. Mais est-ce qu'après 5 ans, on va pour faire une évaluation? Est-ce qu'on fait un suivi? Est-ce qu'on fait une évaluation de ce projet qu'on a initié? Et donc, c'est ce petit truc-là qui fait la différence entre la planification par objectif et la méthode GAR. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, c'est compris. C'est bon pour vous. OK. Donc, il y a une différence effectivement entre la planification par objectif, qui permet de définir les objectifs à long terme et ceux à moyen terme. Mais par contre, la gestion GAR est une gestion centrée sur les performances et l'amélioration durable des résultats. Donc, vous voyez que même, en le lisant très bien, là-bas, dans le second, quand on parle de la durabilité, est-ce que les résultats, est-ce que j'ai obtenu ces résultats-là on parle aussi de la performance. Est-ce que c'est avec une performance que j'ai pu en étant encore, comment est-ce que ça a traîné? Donc, il y a vraiment une différence entre, donc en entreprise, vous allez voir beaucoup la méthode GAR. Ok, nous allons continuer. Donc, on dit ici, qu'est-ce que la planification? Donc, vous allez continuer à lire la planification par objectif. La planification par objectif. Il existe plusieurs méthodes de planification par objectif. Celle qui est utilisée pour les projets financés par l'Union européenne est le cadre logique. Cette méthode comprend l'analyse des problèmes et des solutions envisageables pour résoudre le problème central. Elle doit permettre de définir la stratégie d'intervention la plus adaptée pour mettre en place un projet réalisable, réaliste et viable. L'aboutissement du processus est l'établissement de la matrice du cadre logique. Cette matrice est un tableau comprenant 4 lignes et 4 colonnes qui récapitulent la matrice du cadre logique. La matrice d'intervention, ce que le projet doit permettre de réaliser, de son objectif global à long terme jusqu'aux activités. Les questions et indicateurs qui seront utilisés pour suivre l'avancement des travaux et les réalisations du projet. Les sources de vérification. Comment les indicateurs seront suivis et où les données pourront être recueillies. 4. Les hypothèses. Les hypothèses sont l'expression de l'effet que peut avoir l'environnement sur l'atteinte des objectifs et résultats du projet. D'accord. Donc, M. Adegra va nous résumer cette partie-là. Bon. Bon, je suis obligé de dire à chaque fois, M. Adegra, parce que vous êtes nous sommes retrouvés. Le cours, nous sommes retrouvés à deux. Tout ce qui est en ligne. Donc, on est obligé de faire comme ça. D'accord. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que ça vous convient? Oui. D'accord. Donc, M. Adegra, oui. Bon. Cette partie-là, comment vous pouvez la résumer? Bon. Ici, bon, en tout cas, pour résumer, il faudrait que je me réfère au titre. Bon, je vois la matrice du cadre logique. D'accord. Et ce sont des données, bon. Et, enfin, ce sont les différentes parties, les différents éléments qui comportent cette matrice-là. On dit la matrice du cadre logique comporte 4 lignes et 4 colonnes. Bon, ouais, bon, disons que
pour moi, hein, c'est une matrice. Disons, c'est un planning, c'est un plan qui est mis en place pour pouvoir résoudre ces difficultés, enfin, ces problèmes-là. Et donc, pour les résoudre, il faut mettre en place cette matrice-là. Voilà, c'est comme si ce sont disons, des chemins qu'il faut utiliser pour pouvoir arriver au résultat. Voilà, bon, comme ça, moi, je comprends. Hein. Oui, effectivement, c'est ça. Et donc, une matrice n'est rien d'autre que des lignes, des colonnes. Même chaque ligne comporte, que ce soit en ligne, que ce soit en colonne, il y a des informations qu'on recherche. Donc, pour une meilleure organisation du travail, on décide de les mettre dans une matrice pour suivre en ligne et en colonne selon les informations qu'on recherche. Donc, comme je vous l'avais dit au début, c'est la planification demande beaucoup de connaissances personnelles. Parce que, vous savez, on peut être engagé sur un projet, mais en réfléchissant, vous allez voir qu'il y a beaucoup de paramètres. Vous êtes ingénieur dans un domaine spécifique, mais vous allez voir que le projet que vous êtes en train de conduire va toucher beaucoup d'autres secteurs. Parce que la vie ne se limite pas à un seul aspect, mais il y a plusieurs aspects qu'on doit pouvoir toucher et mettre dans une matrice pour résoudre le problème. Donc, ça veut dire que la planification demande beaucoup de connaissances personnelles. Donc, ce sont les trucs, quand tu as le faire, il faut pouvoir beaucoup lire. Il faut lire, pour comprendre. Et c'est pourquoi, quand on est en train de plus en plus les projets, on ne s'assoit plus au bureau pour faire un projet tout seul. On va vers la population pour nous dire quels sont les besoins, de quoi ils ont besoin, quel est le problème, discuter avec eux pour qu'on puisse construire cette matrice-là. Donc, on parle de la logique d'intervention, ce que le projet doit permettre de réaliser, son objectif global à long terme jusqu'aux activités. C'est vrai que voilà le projet qu'on veut mener. Voici l'objectif que nous sommes fixés d'atteindre. Mais pour atteindre cet objectif, il y a des activités à mener. Donc, il va falloir identifier clairement l'objectif pour pouvoir atteindre, pour pouvoir résoudre le problème. Si l'objectif n'a pas été, par rapport à un problème donné, si l'objectif qu'on s'est fixé n'a pas été bien cadré, c'est sûr qu'on va passer à côté de la plaque. C'est sûr qu'on va passer à côté de la plaque. Donc, il va falloir beaucoup lire pour savoir, quand je prends ce sujet-là, quel est le problème qui est caché. On doit pouvoir détecter exactement quel est le problème qui est caché derrière ce à quoi je suis confronté. Quel est le problème véritable que je cherche? Parce qu'on peut regarder une situation comme ça, mais une mauvaise appréciation peut nous faire dévier carrément de ce que l'on voudrait vraiment atteindre comme objectif. Et quand l'objectif est identifié, on dit il faut mener les activités. Donc, quelles sont les activités que je peux mener pour atteindre mon objectif que je me suis fixé? Donc, on doit être en mesure de savoir quelles sont les activités à mener, s'il y a des missions de terrain à faire, quelles sont les missions de terrain à faire, s'il y a des autorités à rencontrer, quelles sont les autorités à rencontrer et qui sont susceptibles de me donner les meilleures réponses. Si c'est au ministère c'est un problème qui concerne peut-être l'agriculture, quelles sont les structures qui sont concernées que je dois pouvoir toucher? Si je dois toucher le ministère de choses qu'on appelle les directions régionales de l'agriculture, est-ce que en dehors des directions régionales de l'agriculture, est-ce qu'il n'y a pas d'autres structures que je pourrais rencontrer? Est-ce qu'il n'y a pas la CNRA là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas NALADER là-bas? Donc, mais avec tout cela, même avec, est-ce qu'il n'y a pas les autorités locales déconcentrées à rencontrer, telles que le sous-préfet, qui peut nous permettre de rentrer en contact avec le village qui est concerné, avec la localité qui est concernée, parce que je me lève comme ça, parce que j'ai un projet, je vais partir dans une localité, je vais dérouler mon projet. Si la population n'adhère pas, je suis sûr que je vais échouer.
mais eux aussi, pour qu'on puisse bien savoir que moi, ce que je suis venu faire, je ne suis pas venu faire de faux. Pour s'assurer qui m'a envoyé. Mais qui m'a envoyé me ramène vers l'autorité établie. Le sous-préfet qui va m'introduire auprès de la population locale. Donc, tout ça, ce sont des activités à mener. Si ce n'est pas mené, si ce n'est pas bien fait, ils vont nous refouler. Ils vont nous refouler. Parce que c'est eux de nous donner des documents justificatifs de notre présence dans leur circonscription administrative. Donc, ce sont des activités. Donc, des activités, que ce soit au plan des autorités administratives à rencontrer, au plan des ministères, des populations à rencontrer. Quand je regarde le problème, quelles sont les tranches de population que je dois pouvoir rencontrer pour résoudre le problème que je suis venu, pour lequel je suis venu? Est-ce qu'en mettant les jeunes, les femmes, les hommes ensemble, est-ce que mon objectif sera atteint? Je ne sais pas si monsieur Adengra me suit. Oui, je suis. Oui. Est-ce qu'en mettant les jeunes, les femmes, au risque de me répéter, les jeunes, les femmes, les enfants, c'est un exemple que je prends pour mieux faire comprendre. Est-ce que je pourrais atteindre l'objectif que je me suis fixé? Parce que dans nos us et coutumes, les femmes ne parlent pas quand les hommes sont là. Et il y a des enfants qui ne pourront pas peut-être exprimer ce qui leur ressenti parce que leurs parents sont présents. Donc, les activités à mener, il faudrait que j'identifie quelles sont les activités à mener. Est-ce que je dois mener une activité auprès des enfants de 0, peut-être de 0 à 5 ans? Est-ce que je dois mener une activité auprès des enfants de 5 à 17 ans, de 5 à 17, bien de 12 à 17 ans, les adolescents? Est-ce que je dois mener une activité entre les femmes, mais entre les femmes qui ont dépassé 18 ans et les adolescentes, parce qu'elles ne vivent pas les mêmes réalités. Donc, c'est toutes ces activités que je vais à même d'énumérer afin d'atteindre mon objectif. Donc, j'ai fixé mon objectif, mais quelles sont les activités que je dois pouvoir mener pour atteindre mon objectif que je me suis fixé? Et ce sont des activités que je me suis fixées qui vont me permettre de savoir quelles sont les questions que je dois pouvoir poser, parce que là, on vient maintenant, ça c'était le 1, on vient au 2, on dit que les questionnements. Quelles sont les questions que je dois pouvoir poser pour atteindre, certains indicateurs que je recherche? Pour avoir la réponse à certains indicateurs que je recherche. Donc, c'est toute une suite logique. Je me suis fixé un objectif que je dois pouvoir atteindre, mais il y a des activités à mener pour atteindre ces objectifs. Je dois être à mesure d'énumérer toutes ces activités, parce que ne pas bien mener les activités peut me faire perdre des informations qui sont très utiles à régler le problème. Je suis parti sur le terrain, je prends un exemple, je dois travailler sur le cacao. Le travail des enfants. Le travail des enfants, mais quand son père est là, il ne va pas te dire que moi je travaille à la maison. Quand tu vas lui poser des questions, il va te dire que moi je suis venu ici, moi je ne travaille pas. Quand tu vas demander à son père, comme il sait qu'il y a une répression qui est menée au niveau de l'État contre le travail des enfants, il va dire que ici, mes enfants, là, personne ne va au champ, personne, les enfants, non, ils vont à l'école, ils ne font rien. Mais quand on va commencer à parler avec l'enfant, il y a certaines informations qu'on pourra faire ressortir parce qu'on a su mener les activités, on a pu faire catégoriser les groupes de personnes avec qui on doit travailler pour mener à bien l'activité. Et donc, mais quand j'ai formé le groupe, les questions seront ciblées en fonction des tranches d'âge. Comme je l'ai dit, c'est l'exemple que j'ai pris sur le travail des enfants. Donc, les questions là seront adressées à chaque catégorie
de groupes socio-professionnels ou bien de chaque catégorie de groupes de personnes que je rencontre. Parce que ceux-là, voici l'information que je recherche. Donc, tu dois pouvoir faire comme ça pour pouvoir atteindre ça. Et les questions sont en fonction maintenant de chaque. Les sources, en trois, on parle des sources de vérification. Comment les indicateurs seront suivis et ou ordonnés, où les données pourront être recueillies. Comme je l'avais déjà signalé un peu plus haut, le groupe de personnes que j'ai catégorisé, je saurai quelle est l'information que je recherche. En fonction de ça, je cherche tel indicateur, tel indicateur, tel indicateur, tel indicateur, mais en posant tel type de questions auprès de telle population, je pourrais avoir la réponse à telle question. Mais si je mets tout le monde ensemble en même temps, je ne peux pas atteindre mes objectifs. Et si je n'ai pas pu atteindre mes objectifs, c'est sûr que mon objectif général sera raté. Donc, c'est toute une suite logique. Donc, la logique d'intervention, voilà ce qu'on veut régler comme problème, quelles sont les activités qu'on veut mener dans ces activités-là, quelles sont les questions que je dois poser à chaque groupe d'individus et quels sont les indicateurs que je cherche. Donc, et en fait, les hypothèses. Les hypothèses sont l'expression de l'effet que peut avoir l'environnement sur l'atteinte des objectifs et des résultats du projet. Donc, le cadre logique, c'est un peu ça. On a dit que c'est un ensemble de lignes et de colonnes, mais l'ensemble des lignes et de colonnes, c'est nous qui la remplissons. C'est pas, on met les lignes et les colonnes seulement, mais ce n'est pas rempli. Nous, c'est en fonction de nos connaissances, en fonction de ce que nous recherchons comme objectif, en fonction de ce que nous recherchons comme indicateur qu'on veut mesurer, on va pouvoir poser cette question. Et donc, M. Adengra, voici un peu le cadre logique tel que présenté. C'est une suite de questionnements, mais qui doit être bien réachisée pour pouvoir remplir la matrice du cadre logique. Est-ce qu'on se suit? Est-ce que se suit? Est-ce que c'est bien compris? Bien compris. J'ai du mal à vous attendre. Oui, c'est bien compris. D'accord, ok. Donc, on va continuer la lecture et puis. Là, vous allez lire. On peut passer dans ma matrice du cadre logique. Oui, la matrice du cadre, oui. La matrice du cadre logique est le document de référence pour la contractualisation entre bailleurs et maître d'œuvre, entre maître d'ouvrage, maître d'œuvre et équipe du projet. C'est en référence aux objectifs et résultats attendus que sera évaluée l'intervention. Il faut souligner que la matrice du cadre logique est l'outil de visualisation de la stratégie projet élaboré à un moment donné, en fonction de la connaissance et de l'analyse que ces acteurs ont eu du contexte et de la problématique. D'accord. Donc, M. Adengra va nous résumer ces deux paragraphes-là. D'accord. Bon, ici, c'est un concept, ici, c'est un concept de la description même de la matrice cadre logique qu'on nous donne ici. Et bon. Bon, pour moi, c'est la définition de la matrice cadre logique. D'accord. Donc, en tout, ils sont en train de nous dire ici que la matrice du cadre logique, c'est un document qu'on va élaborer en fait. Voilà. Mais c'est
c'est comme c'est notre guide en fait. La matrice du cadre logique ici se présente comme notre guide, c'est-à-dire voici, c'est résumé toutes les étapes, tout ce que nous allons faire là. Voici ça résumé dans un document qui va nous servir, qui va servir aux bailleurs, aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre et à l'équipe de projet. Parce que là, on aura inventorié, répertorié tout ce qu'on doit faire pour atteindre cet objectif. Vous me suivez, M. Negra? Oui, je suis. Voilà, donc ça veut dire la matrice psychologique, c'est un document. On nous dit ce qu'on a cité en haut là-bas, on va faire les hypothèses. Donc c'est comme c'est le projet là qu'on a mis dans un document. La matrice psychologique, voici détaillé. C'est un document qui va détailler toutes les étapes pour atteindre l'objectif général que nous sommes assignés dans le projet. Parce que là, on dit planification de projet de développement. C'est un projet de développement. Nous allons travailler avec des personnes pour avoir un projet de développement. Il y a des bailleurs. Le bailleur, ça peut être l'État, ça peut être une ONG, ça peut être un particulier, c'est un bailleur. Mais ce bailleur-là, il doit savoir l'argent que moi je suis en train de dépenser là. Quelles sont les différentes étapes? À quoi sert cet argent? Je veux ça en un document détaillé sur les yeux pour savoir, pour me demander 1000 francs. 1000 francs, je sais que c'est important. C'est la même chose, comme je dis, dans votre projet de recherche que vous allez écrire ou aller. Je ne sais pas si vous avez déjà un sujet sur lequel vous travaillez. Vous avez un sujet déjà sur lequel vous travaillez? Oh, le sujet n'est pas totalement défini. Oui, il n'a pas. Ouais, d'accord. Donc, en fait, c'est ce à quoi on vous appelle en ce moment. C'est-à-dire, le sujet que vous avez en ce moment, vous avez dit que ce n'est pas encore bien, c'est pas encore bien détaillé, ce n'est pas encore bien élaboré. D'accord? Mais si votre projet de recherche est demain sur la table, il va falloir que vous dites, voici l'objectif général que je me fixe que je peux atteindre, voici les objectifs spécifiques, quelles sont les démarches, comment je vais collecter mes données, quelles sont les personnes que je vais rencontrer et tout ça. Donc, c'est toutes ces étapes-là qui sont consignées dans la matrice du cadre. Bonsoir, M. Suleiman. Bonsoir, M. Suleiman. Bonsoir, monsieur. Oui. D'accord. C'est M. Suleiman Karamoko. Oui, oui, c'est Suleiman Karamoko. Ok, d'accord. C'est maintenant vous connectez? Oui, oui, oui. D'accord. En fait, le cours a commencé depuis 14 heures. Donc là, nous sommes arrivés à la page 7 du document. Donc, vous nous prenez en cours. Et donc, c'est le cours sur la planification des projets de développement. Et donc, nous avons déjà vu les différents types de projets de développement. Nous avons vu, voilà, la planification par objectif et la planification par l'égard, gestion axée sur les résultats. Et donc, on a dit que pour atteindre ces différentes étapes-là, il y avait toute une méthodologie à suivre, dont la réalisation du cadre logique. Et la réalisation du cadre logique faisait appel à certaines étapes qui étaient la logique d'intervention, ce que le projet doit permettre de réaliser dans son objectif global jusqu'aux activités. Quelles sont les questions qu'on se pose, quelles sont les indications qui seront utilisées pour suivre l'avancement des travaux et les réalisations du projet. Demander aussi les sources, les sources de vérification, comment les indications seront suivies et où les données pourront être recueillies et les hypothèses
qu'on pourrait aussi mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cela. Est-ce que vous avez pris connaissance du coup? Oui, monsieur. D'accord. OK. Donc, c'est vrai que vous nous prenez en marche, mais moi, j'ai juste posé une question et puis on allait continuer. D'accord, monsieur. Quelle est la différence quelle différence vous voyez entre la planification par objectif et la planification et la gestion axée sur le résultat? On avait déjà dépassé ça, mais quand vous venez d'arriver, je vous pose juste pour voir si vous avez déjà pris connaissance du coup. Bon, le peu que j'ai retenu, je pense bien que la première, elle est beaucoup basée sur les actifs à long terme. Et la seconde, c'est beaucoup sur les résultats. Et vous avez dit que c'était beaucoup employé dans les entreprises. D'accord. Donc, vous nous suivez depuis, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Donc, c'est Adengra qui est parti alors. Je ne vois pas. Je suis là. Je suis là. En fait, j'avais pris le volant, donc c'est ce qui a fait. D'accord. Voilà, sinon je suis au volant maintenant. D'accord. Je suis là. Je suis ça depuis la voiture. D'accord. OK. Alors, moi, c'est M. Suleiman que je voyais connecté, donc j'ai pensé. M. Suleiman aussi est là? Oui, monsieur, je suis là. D'accord. OK. Donc, il y a deux personnes qui sont connectées maintenant. D'accord, monsieur. M. Adengra et M. Suleiman. Donc, nous sommes sur la matrice du cadre logique. On disait que c'était la matrice du cadre logique est le document de référence pour la contractualisation entre bailleurs et maître d'ouvrage, entre maître d'ouvrage et l'équipe du projet. C'est en référence aux objectifs et résultats attendus que sera évaluée l'intervention. Donc, c'est comme si c'est une boussole que nous nous donnons. Voici ce que nous voulons atteindre comme résultat, mais voilà comment nous devons, quelles sont les différentes étapes à suivre. Voici toi, là, ta part, c'est comme si on se disciplinait. Toi, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais. Et pour qu'on puisse atteindre ensemble le résultat que nous nous sommes fixés. Donc, il faut souligner que la matrice du cas logique est l'outil de visualisation de la stratégie du projet élaboré à un moment donné, en fonction de la connaissance et de l'analyse de ces rédacteurs ont eu du contexte et de la problématique. Donc, comme je vous ai dit, la planification fait appel à beaucoup de connaissances. Parce que résoudre un problème, on ne prend pas juste le problème tel qu'on rencontre, les projets de développement, ça prend en compte beaucoup d'aspects. Ça peut engendrer plusieurs aspects en même temps. Donc, on ne peut pas se focaliser sur un seul aspect et dire que le problème là, voilà, comme sur tel axe. Il faut axer seulement que la recherche. Pendant que l'autre côté, si nous ne mettons pas aussi l'accent sur les autres côtés, on pourrait rater l'objectif que nous nous sommes fixés. Donc, ça fait appel à beaucoup de connaissances. Donc, beaucoup de lectures. Il faudra vraiment vous mettre à la lecture parce que quand on ne lit pas beaucoup, on n'est pas handicapé. Mais c'est en lisant, en recherchant, en lisant, faisant beaucoup de recherches qu'on pourra mieux appréhender un problème et le résoudre avec la population. Mais tout seul, c'est un peu difficile. Donc, on va continuer. Donc, nous sommes au cadre logique, l'analyse des problèmes et des solutions. Donc, M. Suleiman, c'est pour nous pour nous. D'accord, monsieur. Cadre logique, l'analyse des problèmes et des solutions. Le diagramme à problème permet de définir avec précision le cadre et le sujet de l'analyse, d'analyser la situation avec les acteurs, d'analyser la situation sous forme de problématiques. D'identifier et d'hiérarchiser les problèmes, de visualiser les relations de causalité. OK. Donc, on va demander à M. Suleiman. On est toujours dans le cadre logique. Dans le cadre logique, nous sommes en train de maintenant analyser les problèmes et les solutions. Donc, on dit le diagramme à problème. Donc, on a un diagramme, c'est-à-dire que voici qu'on a réalisé le cadre logique. Dans
dans le cadre logique, il y a une partie où on va parler du diagramme à problème. Le diagramme à problème. Donc, on dit, voilà ce que le diagramme. Donc, est-ce que vous pouvez, avec ce que vous avez lu, nous expliquer plus ou moins comment vous comprenez cette partie-là? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Hein. S'il y a des parties que vous n'avez pas bien assimilées, vous pouvez les poser pour qu'on puisse ensemble en débattre. Bon, selon moi, le diagramme à problème, c'est un diagramme qui nous permet de faire le tour de faire le tour des problèmes concernant notre sujet. Tout ce qui est problème, comment les gérer, comment les organiser afin de trouver les solutions. OK. Est-ce que vous pouvez prendre ligne par ligne et dire, quand on dit définir avec précision le cadre et le sujet de l'analyse, voilà comment je comprends analyser la situation avec les acteurs, comment je comprends, puis au fur et à mesure, on va dire ça. D'accord, donc on va commencer d'abord par définir avec précision le cadre et le sujet de l'analyse. Il faut dire un peu, bon, comme il n'y a pas trop suivi depuis à ce niveau-là, d'accord. Donc, on est en train de dire ici, on était pas du cadre logique. Et on a dit dans le cadre logique, on a dit dans le cadre logique, il y avait tout cet amalgame qu'il fallait mettre en place. Il nous donnait, en fait, quelle est la ligne directrice à suivre pour régler le problème. C'est-à-dire que nous avons un problème, mais nous devons nous donner un canevas d'intervention. Voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous devons faire. Et dans l'analyse du cadre logique, nous avons vu le diagramme à problème. Donc, le diagramme à problème, comme on l'a dit tout à l'heure, ça nous permet c'est un diagramme qui nous dit avec précision, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, on dit de définir avec précision le cadre et le sujet de l'analyse. Donc, tout le projet, il faut dire dans quel cadre ce projet est réalisé. Okay. Est-ce que vous voyez? Dans quel cadre? Okay. Si on est trop dispersé, on risque de perdre de vue ce pourquoi nous sommes là. Ah, ok. De canalisation, monsieur. Voilà. Il faut canaliser, il faut baliser le sujet, en fait. Ok. Il faut baliser, il faut mettre des balises autour du sujet pour ne pas. On est venu pour un problème de l'eau potable, qu'on veut régler. Après, on est en train de parler d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'eau potable. Donc, il faut situer le cadre, le sujet dans lequel je suis là. C'est comme si on nous demandait de circonscrire le sujet. Est-ce que vous me suivez, M. Schumann? C'est de circonscrire le problème. On dit définir avec précision le cadre et le sujet de l'analyse. Nous sommes venus, pourquoi nous sommes venus là? Voilà ce pourquoi nous sommes venus. Le problème qu'on est en train de régler là, voilà ce qu'on est en train de régler. Ok. Voilà. Donc, on est venu, on veut faire du bitume entre deux villages. Voilà. Donc, le bitume entre deux villages, c'est entre le village A et le village B. C'est pour ça qu'on est là. Je prends cet exemple pour faire comprendre quoi. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Bon. Si on nous dit que oui, c'est vrai, vous êtes venu, vous dites que c'est le village A et le village B, mais nos pistes, on prend par l'eau au champ là. Hein? Nos pistes, on prend par l'eau au champ, nos pistes sont dégradées. C'est un exemple que je prends, mais c'est route aussi. Hein? Entre les pistes aussi, ce sont des ruelles aussi, tout ça. Mais ce pourquoi nous sommes venus, on se rend compte qu'entre le village A et le village B, il y a un problème. Il n'y a même pas de route. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se concentre sur ça. Mais si on veut sortir de là pour aller encore prendre d'autres problèmes, on va sortir du cadre. On va se détourner de l'objectif. On va se détourner de l'objectif, exactement. On va se détourner de l'objectif. C'est pourquoi on demande de définir avec précision. Vous avez vu qu'ils ont mis précision. Le cadre et le sujet qu'on est venu analyser là. Voilà ce pourquoi on est venu. En deux, on dit analyser la situation avec les acteurs.
Ok. Voilà. Vous voyez ça quand on parle de projet de développement aujourd'hui? Certainement que vous avez été peut-être associé à un projet de développement. Comment pensez qu'on peut analyser la situation avec les acteurs? Et pourquoi il faut aujourd'hui, de nos jours, là, pourquoi il faut analyser la situation avec les acteurs? Bien sûr, il faut associer les acteurs parce que c'est eux qui peuvent nous donner les informations fiables, qui peuvent nous aider vraiment à trouver des solutions par rapport aux problèmes que nous posons. Et c'est eux qui sont directement concernés par le projet. Exactement. Monsieur Simon, vous avez tellement bien répondu que je n'ai rien à ajouter. En fait, oui. Merci, monsieur. Oui, d'accord. Vous avez tellement bien répondu que, comme je dis, je n'ai rien à ajouter. Parce qu'aujourd'hui, un projet de développement, on ne peut pas rester dans un bureau et concevoir un projet de développement pour une localité, pour une circonscription, pour un groupe de personnes. Non, ça ne peut pas marcher. Parce que les gens là-bas, peut-être qu'ils ont besoin d'un sac de riz et pendant que moi, je vais avec des sacs de ciment. Voilà. Donc, ce sont les acteurs qui sont les mieux placés pour décrire la situation qu'ils vivent. Ouais. Voilà. Ce sont les acteurs qui sont mieux placés. Parce que quand même le projet sera réalisé, c'est eux qui vont en bénéficier. Et donc, si on ne les associe pas au projet, pour qu'eux-mêmes soient porteurs de ce projet-là, quand on va laisser ce projet dans leurs mains, ils vont se détourner. Ça va rester en ruine. Parce que ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin. Ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin. Donc, c'est pourquoi il faut analyser la situation avec les acteurs. C'est eux qui peuvent nous dire, voilà ce que nous, on veut. Et quand c'est comme ça, ils s'approprient le projet. On va passer au point 3, analyser la situation sous forme de problématique. Analyser la situation sous forme de problématique ici. Analyser la situation sous forme de problématique. Il faut présenter le sujet et la situation comme un problème à résoudre. Exactement. OK. En 5, on va dire identifier et hiérarchiser les problèmes. Ici, à ce niveau, est-ce que ça ne serait pas d'organiser l'objectif général, découper l'objectif général en objectifs spécifiques? OK. Donc, ça veut dire que le problème est là. On a identifié le problème, mais vous savez que souvent les problèmes sont entremêlés. Et c'est eux qui peuvent nous dire, parce qu'on a vu, c'est quoi on dit, analyser la situation avec les acteurs. C'est eux qui peuvent nous dire qu'est-ce qui est prioritaire pour eux à cet instant-là par rapport à l'autre. S'il y a 4 points à réaliser, pour eux, qu'est-ce qui est le point A? Qu'est-ce qui est le point B? Qu'est-ce qui est le point C? Et qu'est-ce qui est le point au fur et à mesure qu'on avance? Qu'est-ce qui est... Donc, ici, on peut dire prioriser les problèmes, quoi. Prioriser les problèmes. Donner la priorité à un tel projet par un tel problème. Voilà. Tel problème est un peu plus compliqué que l'autre. C'est ça. OK. OK. Donc, est-ce que vous comprenez ce qu'on fait? Ça oui, je vois. C'est à vous, lorsque nous allons, c'est ce que nous allons faire pendant les TD. C'est-à-dire, les problèmes sont là, mais on doit être capable de hiérarchiser les problèmes. On doit être capable de... Lui, la passe avant l'autre. Parce que nous voulons ici, nous pensons que lui, la passe avant l'autre parce que ça, voilà ce qui s'entraîne, voilà ce qui s'entraîne, voilà ça, ce qui s'entraîne. Nous pensons que ça, là, c'est vrai, c'est vrai, hein? Mais si on règle le problème peut-être de l'hôpital, là, c'est mieux que peut-être aller faire nos pistes. Parce que on pense que quand la nuit comme ça, on a un problème et qu'on doit quitter ici, parcourir tellement de kilomètres pour aller joindre le centre de santé le plus proche, on pense que c'est l'hôpital qui est prioritaire par rapport à telle chose. Oui, donc, parce que ça règle le problème de route en même temps. Voilà, parce que le fait que ça soit là,
ça va alléger la souffrance par rapport à d'autres choses. Donc, mais c'est avec eux, on ne fait pas ça seul, parce qu'on ne vit pas avec eux. On ne vit pas avec eux, c'est eux qui doivent nous aider. Nous, on vient, c'est comme des focus group. Nous sommes les animateurs de ces focus-là, qu'on puisse les orienter, Souvent même, il y a certains problèmes qu'ils ont, mais dont ils ignorent. Donc, quand ils se lèvent, mais ça, c'est pas vrai. Ils disent, oui, oh, non, on a oublié, ça, vraiment, ça, là, oui, Parce que toi, c'est pourquoi on dit qu'il faut avoir un certain niveau de connaissance qui te permet de parler avec eux. Parce que toi, tu as la connaissance, mais eux, tu les aides, tu les orientes. Et c'est là, si on faisait comme ça, et ça là. Mais comme eux, ils vivent là-bas, il faut mieux nous dire, non, vraiment, ça, les prioritaires par rapport à l'autre. Ça là, on veut que ça soit comme ça, ça soit comme ça. Donc, on va, en tant que porteur de projet, leur demander pour les aider, parce que tout ce qui est fait, c'est le but d'améliorer le quotidien des populations. Pour le développement, c'est pour améliorer la vie, bien améliorer la vie de l'homme là où il vit dans son cadre, Ensuite, on dit de visualiser les relations de causalité. Et selon, comment M. Suleiman comprend ça? De visualiser les relations de causalité. Bon, ici, monsieur, selon moi, c'est de voir attends, je ne sais pas comment m'exprimer là. Allez-y, il veut parler de cause à effet, c'est-à-dire oui. telle cause a un effet sur une telle situation et de relativiser les choses au fait. L'interactivité. C'est ça? C'est-à-dire l'interaction. C'est-à-dire que ça là, entraîne ça là, entraîne oui, ça. Voilà, la relation. Voilà. C'est-à-dire que le fait que ça soit là, nous pensons que c'est ça là qui entraîne. Donc, il y a une image qui illustre très bien ce que nous sommes en train de dire, monsieur Suleiman. Voilà. C'est comme ça que je comprends. Oui, effectivement. Donc, voici la relation de causalité dont ils étaient en train de. D'accord. Donc, monsieur Kamarati. Suleiman. Oui, c'est Karamoko, non? Karamoko Suleiman. Karamoko Suleiman, d'accord. Monsieur Suleiman va essayer d'interpréter ce diagramme à problème qu'on a sous l'écran ici. Prenez votre temps et puis vous allez Allô? Oui, si, monsieur Suleiman. Monsieur, il faut dire que ce diagramme nous montre un peu les causes de la pénurie alimentaire. Pénurie alimentaire, c'est quoi? C'est un problème au niveau de la nourriture, le manque. Donc, ça veut dire que c'est le problème qui a été identifié qui est là. Voilà. Par rapport au cours qu'on a suivi, on a identifié clairement le problème. C'est le problème qui est en haut. C'est le problème qui est en haut. Et les causes sont en bas. Les causes sont en bas.
Mhm. Donc, on dit cette pénurie peut être due, peut-être, ils ont pu identifier comme des causes. D'abord, sur la première ligne, Il y a deux types de causes. il y a deux types de causes selon eux. Il y a des causes liées à la topographie, c'est-à-dire l'érosion des terres. D'accord, ça veut dire que peut-être certainement c'est un village où il y a un village beaucoup accidenté, Voilà, où le relief est beaucoup où le relief est accidenté. beaucoup accidenté. Et donc, Les zones de plateau, par exemple. dans les zones de plateau, exactement. Les zones de plateau. Et Et la deuxième cause, à ce niveau aussi, on a la destruction des récoltes. la diminution, La destruction des récoltes. la destruction, voilà, la destruction des récoltes. Donc, ici, on a diminution de la production agricole de collines. Oui, oui. Ça entraîne directement la diminution des produits agricoles des collines. Effectivement. Parce que quand il y a l'érosion, ça donne une perte de production parce que l'eau qui allait être absorbée par les racines coule directement pour venir vers les restes. Tout le long, Oui, oui. pour se retrouver dans la vallée. Et donc, les plantes qui sont là, la terre qui devait les soutenir. Donc, la plante même s'arrache même carrément. Donc, la plante ne peut pas tirer l'eau nécessaire qui est importante pour sa nutrition. Et donc, elle ne peut pas produire suffisamment. Donc, et c'est là que c'est la destruction des récoltes. Et donc, le deuxième problème lié à la pénurie alimentaire, c'est quoi? Sur le même, à gauche là. Oui, à gauche là, Non, oui. non. À droite maintenant. À droite maintenant, oui. À droite, on parle des réseaux d'irrigation non conventionnels. Non, non, ça c'est lié à l'autre, hein, diminution de production agricole des rizières. On a toujours eu dans diminution de production agricole des collines. Oui, oui. C'est-à-dire, on avait déjà vu une première partie où on a parlé de la diminution agricole des collines. Voilà, donc on avait dit que là-bas, on a L'érosion des pentes. l'érosion des pentes et la destruction des c'est-à-dire que voilà, qu'il y avait la pénurie alimentaire. Et aussi, ils ont identifié encore une deuxième cause qui est la diminution des productions agricoles des rizières. Donc, ils ont identifié là-bas qu'effectivement, ils ont aussi des rizières. Ok. Et ça va, voilà, aussi, on a. Donc, ces deux causes-là, Voilà. C'est cause-là qui est en haut. Qui est en haut. Voilà. Ces deux causes-là qui entraînent ce qui est en haut. Il y a une pénurie alimentaire parce qu'on a dit que certainement, telle que la zone se présente, c'est une zone de plateau. Et dans les zones de plateau, donc soit ils cultivent sur les versants ou bien dans la vallée, dans les bas-fonds. Oui, dans les fonds. Voilà, dans les bas-fonds. Donc, si on plante sur la colline et que l'érosion est forte et qu'il arrache les plantes pour venir, donc c'est dans les bas-fonds, on s'est dit qu'on va faire aussi d'en bas. Et on a fait là-bas, ça n'a pas marché parce que l'érosion est forte. Donc, ça a entraîné la destruction des plantes. Dans les bas-fonds aussi, oui, on a fait dans les bas-fonds aussi, il y a une diminution de la production agricole dans les rizières, dans les bas-fonds. Oui. Voilà, donc du coup, voilà. Donc, on dit aussi que s'il y a une diminution de la production agricole dans les rizières, soit c'est parce que le réseau d'irrigation est non fonctionnel. Voilà. Soit le réseau d'irrigation est non fonctionnel, soit l'approvisionnement en étant la capacité d'achat en période de sous. Voilà. Monsieur, au niveau de l'approvisionnement en intrants, c'est une insuffisance. Oui, puisque de plus en plus aujourd'hui, les terres ne produisent pas beaucoup. Donc, les gens ont besoin de suffisamment d'intrants pour pouvoir entretenir les champs. Pardon, ici, comme ça a été dit, voilà comment c'est écrit, approvisionnement en intrants. Oui. Ici, on pourrait croire ici que c'est un approvisionnant en intrants qu'il y a le problème. Si, je ne saisis pas votre logique. Hein. Non, je dis ici, oui. En bas, c'est le problème qu'on soulève. Oui, c'est le problème qu'on soulève, oui. Le premier, c'est quoi? On dit le réseau d'irrigation non fonctionnel. Là, c'est compris aisément.
Oui, Le deuxième, on dit approvisionnement en intrants. oui. C'est en excès ou c'est quand c'est insuffisant que ça cause de problème? Oh, c'est quand généralement c'est insuffisant. Hein. Voilà, c'est Voilà. la partie. Voilà. Parce que si les intrants sont disponibles, pourquoi on va avoir une diminution? Pourquoi on va avoir une diminution? Mais si les intrants même qui doivent rentrer dans la production, on n'a pas, on ne peut pas produire. Ok, le manque. Ok, monsieur, ça va. Voilà. Voilà. Et la capacité d'achat en période de soudure. Comment vous. Donc, l'approvisionnement en intrants. S'il n'y a pas suffisamment d'intrants, si on n'a pas d'intrants, on ne peut pas produire. Donc, si on ne peut pas produire parce qu'on n'a pas d'intrants, on ne peut pas avoir la diminution, il y aurait une diminution de la production. Oui, oui. Et aussi la capacité d'achat en période de soudure. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la période de soudure? Non, 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 non. D'accord. Vous partez souvent au champ, vous partez au village souvent aussi. Bon, quelques rares il y a longtemps. La période de soudure, c'est-à-dire, la période de soudure, c'est la période où les gens sont en train de faire les semences là. Ils ont déjà fini de récolter. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de récolte. Pendant la période de soudure, au moment où ils sont en train de faire les nouveaux champs là, c'est la période de soudure. On appelle la période de soudure. D'accord. Voilà. La période de soudure, c'est la période pendant laquelle on commence les nouveaux champs. Vous allez voir que à partir de. Actuellement, ils sont en train de nettoyer des parcelles. Ils sont en train, dans la plupart des zones, au sud, au sud-ouest comme ça, à partir d'avril, ils sont en train de planter. Donc, c'est la période de soudure, c'est la période pendant laquelle on ne produit pas dans la baie de consommer. Je ne sais pas si je me suis sûr. Je vois, je vois. Voilà. C'est-à-dire que quand on fait champ, à partir d'avril, les gens ils vont commencer à planter jusqu'en. Et puis les premiers fruits là vont sortir. À partir ils ont fait peut-être le maïs comme ça. À partir de juin, il y a le maïs. Est-ce que vous voyez? Mais pendant qu'il est en train de planter là, il ne produit plus. Donc, c'est la période de soudure, c'est la période où le producteur ne produit pas, il n'a pas de production, mais il doit manger. Il n'a pas de source de revenus que ça. Bon, puisque lui, il produit pour manger. Mais pendant cette période, il n'a pas de champ où il va les récolter. Oui, oui, oui. Voilà, il n'a pas de champ où il va les récolter. Donc, c'est ce qui lui a gardé là. C'est comme si il a planté, et pendant la période de soudure, c'est ce que lui, il a gardé là, qu'il doit manger jusqu'à ce qu'il ait les premiers fruits de l'année. Donc, quand c'est en quantité insuffisant. Voilà, quand c'est en quantité insuffisante, ça veut dire qu'il va mourir de faim. C'est là qu'on parle de. Voilà, ça veut dire que cette période-là, c'est une période qui est difficile chez le producteur parce qu'au cours de cette période, il a besoin de nourrir sa famille, mais là, les champs sont vides. Donc, c'est dans le grenier qu'il va aller prendre ce qu'il a récolté l'année dernière pour manger. Okay. Voilà. Et donc, pendant cette période-là, généralement, c'est difficile. Donc, si la capacité d'achat en période de soudure, bon, tu n'as pas pour manger. Si tu n'as pas l'argent aussi pour payer, tu fais comment pour planter? Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez bien cerné. Oui, mais en ce moment, tu subis jusqu'à la nouvelle école. Voilà, tu vas subir jusqu'à la nouvelle école, exactement. Parce que là, tu ne produis pas, tu n'es pas en production. Donc, comment tu vas faire pour vivre jusqu'à ce que tu aies les premiers fruits? Quand ils vont mettre le maïs en partie de masse, c'est après 3 mois qu'il va produire. Mais pendant ce temps-là, il faut qu'il mange. Ouais. Voilà. Donc, si sa capacité d'achat, si il ne peut pas acheter aussi pour venir planter, il va avoir des problèmes. Voilà. Donc, la période de soudure, c'est la période pendant laquelle le producteur il a commencé ses nouveaux champs. D'accord. Voilà. Donc, voici un peu le diagramme qui est là, qui essaie de nous expliquer la réalité des relations de cause à effet et autres. Et voici le problème de la pénurie alimentaire. On a identifié que cette pénurie alimentaire-là peut être liée à la diminution de production agricole des collines. Parce que la zone dans laquelle ils ont produit, c'est sur des côtes,
côtes. Donc, ça fait que les versants sont prononcés. Les versants sont prononcés. Donc, ça fait que quand il y a l'eau, l'eau la coule le long des versants et ça ramène toute la production dans la vallée. Si vous voyez. Donc, ça va faire qu'il y aura une diminution de la production agricole qui va entraîner une pénurie alimentaire là-bas. Et ça, on dit aussi que la cause aussi, il peut y avoir une destruction des récoltes. Peut-être que les criquets sont venus, ils ont tout coupé sa production. Ils ont tout coupé sa production. Et le ravage de la production par les criquets peut entraîner une diminution de la production agricole qui va aussi à son tour entraîner la pénurie alimentaire. Donc, monsieur, à ce niveau, on pourrait parler des facteurs naturels. Oui, ça fait des facteurs naturels comme des facteurs. On peut voir d'autres facteurs. À nous de creuser, on pourrait avoir d'autres facteurs. Est-ce que vous voyez? Il y a des facteurs. S'il vous plaît. Oui, je vous écoute. S'il vous plaît, monsieur. En fait, il y a quelque chose qui je voudrais savoir. Oui. Le terme qui sont utilisé ici, diminution des produits agricoles des collines. Oui. Et l'autre côté, on dit diminution des produits agricoles des rizières. Mais pourquoi on parle de collines, franchement? Pourquoi collines? Pourquoi collines? Bon, comme on est en train de dire là, chaque zone est spécifique. Est-ce que vous voyez, monsieur on a pris l'exemple d'une zone, d'un village peut-être. Ah, d'accord. Voilà, on a pris l'exemple qui est là. C'est compris. Voilà, compris. Voilà, c'est compris. Tu Voilà. n'avais pas suivi là. Ok, c'est compris maintenant. Voilà, ok. Et donc, s'il y a les collines, vous allez voir qu'il y aura des bas-fonds, des rizières juste à côté là parce qu'on va descendre. Donc, quand l'eau va couler, on va avoir des bas-fonds. Donc, sur les collines, l'eau a tout ravagé, ça a ramené dans les bas-fonds. Dans les bas-fonds aussi, la production il y a une diminution de la production des rizières. Et on dit que la diminution de la production dans les rizières là, soit le réseau d'irrigation est non fonctionnel parce qu'il y a des j'ai été au nord de la Côte d'Ivoire, les gens ont mis des systèmes d'irrigation qui fonctionnent très bien. C'est-à-dire que quand on a besoin de l'eau, on peut faire rentrer l'eau dans les casiers qu'ils ont confectionnés. Et donc, quand ils ont besoin d'eau, ils ouvrent les vannes et puis l'eau rentre. Et quand on n'a pas besoin d'eau, on ferme les vannes. Donc, ça fait que l'eau dont le riz a besoin pour son développement optimal, c'est cette quantité d'eau-là qu'on fait rentrer. Donc, si le système d'irrigation qui est mis en place ne fonctionne pas et que l'eau, on a besoin d'eau et que l'eau ne peut pas rentrer, soit l'eau ne peut pas rentrer, ça ne va pas bien produire, ou bien, comme le système-là ne fonctionne pas, la quantité d'eau qui devait rentrer a débordé. Aussi, il n'est pas fonctionnel. Donc, ça fait que voilà, il peut y avoir une diminution de la production. Et même l'exemple que M. Suleiman a soulevé tout à l'heure, comme facteur naturel, il y a un monsieur l'année dernière dans la région d'Agoville qui a fait, il a pris un prêt, installé des rizières sur une grande superficie. Et vous avez dit, je ne sais pas si vous avez remarqué l'année dernière, il a plu fortement à Abidjan dans le mois de octobre-novembre, septembre, octobre-novembre. Et je vous assure que même à Beauville, moi, je suis à Beauville présentement. D'accord. Il a plu à Beauville aussi à la même. Voilà. Et donc, quand il a plu suffisamment, c'est le riz là. C'est-à-dire, quelqu'un n'a pas fait riz, non? Et puis, c'est retrouvé un champ de riz parce que tout l'eau a débordé et ça fait basculer tout son champ de riz dans un autre domaine, sur une zone qui ne lui appartient pas. L'eau est venue, ça a coulé, ça a inondé son champ et donc le riz n'a pas pu évoluer et ça. Donc, vous voyez que le réseau d'irrigation non fonctionnel là, ça, on peut régler ça. Mais il y a des facteurs naturels aussi. Soit il a trop plu, l'eau a débordé et puis bon, ça détruit son champ. Donc, ce sont des relations de cause à effet qu'on essaie de voir, on met le problème général là
voici ce qui peut expliquer, voilà ce qui peut expliquer. Mais dans chaque sous-problème, il y a aussi des causes qui expliquent pourquoi ça n'a pas été bien fait, pourquoi ça s'est gâté, pourquoi ça s'est gâté. Donc, comme je peux répondre à M. Adengra aussi, la zone qui est là, c'est par rapport à une zone bien définie, on retranscrit les réalités d'une zone. Donc, est-ce que, M. Suleiman, est-ce que vous avez plus ou moins compris le graphique qui se présente là? Parce que souvent, les exercices, ce sont des gens de trucs comme ça. Ce sont des gens de trucs comme ça. Il faut être, voilà, il faut pousser loin la capacité d'analyse pour retrouver un peu, parce que c'est AGTE, non? Suleiman. Monsieur. C'est AGTE. C'est ça? AGTE, oui. AGTE, oui. Aménagement, gestion des terres et des écosystèmes. Donc, pardon? Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, aménagement et gestion des terres et des écosystèmes. Donc, c'est un peu rural, dans la nature. C'est la nature qui nous intéresse, comment les choses fonctionnent dans la nature, comment les choses sont entremêlées, ça et là, comment les choses fonctionnent. Donc, on doit être capable d'analyser la situation quand nous avons en face de nous. Donc, la pénurie alimentaire, on dit qu'est-ce qui a causé cette pénurie alimentaire? On dit soit elle est due à la diminution de la production agricole des collines, parce que peut-être c'est une zone accidentée, une zone de plateau, et l'eau a coulé le long des flancs, donc ça a ravagé tout chose qu'on appelle la production, tout ce qui a été fait comme semis, ça s'est retrouvé dans les bas-fonds. Dans les bas-fonds aussi, la production aussi était mauvaise parce que le réseau d'irrigation qui a été mis en place aussi était non fonctionnel, et aussi l'approvisionnement en intrants n'étant pas bon, ou la capacité d'achat en période de soudure n'était pas aussi bonne. Parce que la période de soudure, c'est la période pendant laquelle le producteur doit consommer, mais pendant ce temps, il n'est pas en production. C'est la période ici. Et cette période-là, elle dépend selon les zones phytogéographiques. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que la période de soudure n'est pas la même que la période de soudure dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, tous ces facteurs-là, vous voyez que ça fait appel à beaucoup de connaissances. Il faut beaucoup lire, il faut faire des. Ça a ajouté donc dans le domaine soit agricole, dans le domaine de la foresterie, tout ce qui est lié à trait aux zones phytogéographiques, les réalités de charge. Est-ce que c'est bon? On peut progresser? Bien sûr. Oui, on peut. Ok, d'accord. Donc, nous avons tout à l'heure vu l'analyse des problèmes, et cette fois-ci, c'est l'analyse des problèmes et des solutions. Donc, on va. Monsieur Suleiman, vous allez lire? D'accord, monsieur. L'arbre à solution permet de décrire la situation future qui prévaudra une fois les problèmes résolus, d'identifier et d'hiérarchiser les objectifs, de visualiser les relations moyens-fins et choisir la stratégie à adopter pour l'intervention. Ok. Donc, monsieur Suleiman, c'est vous. L'exercice qu'on a fait tout à l'heure, vous avez vu que après l'exercice, vous avez mieux compris certainement, le graphique qui se présentait. Donc, est-ce qu'on va essayer, est-ce qu'on va continuer sur le même sur la même manière, le même procédé pour que je puisse me rassurer que vous comprenez un peu la description de l'arbre à solution? C'est à 2000. Pardon? D'accord. On peut aller. D'accord, allez-y. Ça ne serait que nous arranger encore. Ah, pardon? Et ça ne fait que nous arranger. Non, mais si un coup est donné pour que ça soit compris, en fait. Un coup est donné pour qu'il soit compris. Donc, moi, je veux m'assurer que, est-ce que le coup, tel qu'il est dispensé, est-ce que vous comprenez? Parce que. Oui, en tout cas, c'est bien donné. En tout cas, moi, je comprends bien. Voilà. Voilà. Ça passe bien, en tout cas. Ouais. Ok, super. Donc, c'est pour ça que je suis là. Donc, comme le professeur m'a demandé, la prochaine fois, ce serait beaucoup d'exercices pratiques. Parce qu'on a constaté que en fin d'année, les étudiants sont plus, la plupart en partie la deuxième session pour pouvoir valider. Donc, il faut vraiment que les choses soient bien faites et que vous compreniez. Mais on dit que c'est un cours comme
avant de commencer, j'ai parlé avec M. Abengra. C'est un truc de tous les jours. Planification, c'est tous les jours. Ça veut dire que si nous arrivons à planifier notre quotidien tous les jours et que nous arrivons à atteindre nos objectifs, c'est ce qu'on nous demande de retranscrire ici. Mais comme c'est dans le domaine aménagement, gestion des terres et des écosystèmes, nous sommes en milieu rural, nous sommes dans la forêt, nous sommes dans tout ce qui est trait à la forêt, à la terre, à la gestion des terres. Donc, on va connaître les réalités de la gestion de ces espaces. Comment on fait ça? Donc, ça appelle à beaucoup de connaissances dans le domaine de la foresterie, dans le domaine de... Moi, je travaille sur le cacao. Ma thèse porte sur le cacao. Donc, vous voyez que nous sommes des villageois avec voilà, nous sommes tout le temps avec l'âge, on a passé presque 1 an, 2 ans en train de faire la collecte sur le terrain. J'étais carrément installé là-bas, j'ai pris une maison et puis ça permet de mieux connaître les réalités du milieu rural. Parce que la gestion des terres des écosystèmes, c'est un milieu rural. Quand on en ville ici, c'est le milieu urbain. Donc, là-bas, quand on comprend mieux, il y a des choses qu'on pourra mieux traiter, on pourra mieux appréhender. Mais quand on n'est pas trop dans ce milieu-là, il y a des trucs qui nous échappent facilement. Quand j'ai demandé à Suleiman tout à l'heure, est-ce qu'il va au village? Il m'a dit, ah, mon cher, ça c'est une fois en passant. Mais quand on fait AGTE, ton milieu de travail, c'est le village. Ton milieu de travail, c'est le milieu rural. Quand on est en ville, c'est le monde urbain. On n'est pas en monde, on n'est pas le monde urbain. Non, monsieur, c'est mieux de dire la question même, peut-être que vous aurez pu dire, est-ce que vous battez en brousse? Oui. Voilà. En ce moment, M. Suleiman allait vous répondre que chaque jour, il a en relation avec la... Il sait de quoi je parle. Tu veux me vendre? Non. En fait, j'ai vu que qu'il aille en brousse. Qu'il aille en brousse, c'est vraiment important. On a besoin de... Mais je suis en brousse. Je vais toujours en brousse. Ah, d'accord. Même ce matin, moi, j'étais en brousse. Ok, d'accord. Donc, il a... D'accord. Dans le cadre de lotissement. Ah, d'accord. D'accord. Donc, dans le foncier rural. Ah, vous êtes là. C'est vous là qui Voilà, dans le foncier. Voilà, c'est vous qui êtes tout là dans le pays là. Ah bon? Ah, c'est ça. Ah, c'est eux, hein. Ils ont trop là. Il y a un impôt là qui ont c'est un l'argent. impôt là. C'est Quel impôt? Il n'y a pas d'impôt ici. Toi, tu vas où? Il n'y a pas. C'est un impôt là qui ont l'argent. Ils se sont permis de partager, de partitionner. On dit, lui là, c'est pour géomètre expert, lui là, c'est lui qui cherche l'espace, lui là. Oui. Ils sont forts, hein? Il dit que c'est tel géomètre expert qui gère tel espace. C'est par lui qu'il faut passer. Bon, ben, chacun son domaine. Oui. Ils ont divisé la Côte d'Ivoire en plusieurs parties. C'est là qu'ils ont partitionné. Mais il y a une zone qui est une zone où tout peut intervenir. C'est pas ça. C'est Abidjan. Abidjan Soko. Les districts, oui. Ouais, les districts. Voilà. Dans les 2 districts, ils interviennent. Les 2 districts autonomes. En fait, c'est pour corriger un certain nombre de problèmes au niveau du foncier. Oui. Parce que voilà, au niveau du cadastre, quand je mets, par exemple, doit réaliser des travaux de lotissement quelque part, il faut te rapprocher du cadastre de la zone pour aller prendre les éléments pour pouvoir aller faire ce travail-là. Mais bon, voilà, donc c'est pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, aujourd'hui même, les gens ne font pas ça, hein, ils se lèvent, ils s'en vont. Et puis après, on a des problèmes de chevauchement un peu partout. Oui, voilà. La régionalisation, là, bon, c'est pas... Bon. C'est qu'un jour, ils vont laisser ça. Il y a un problème système de code. Oui, bon, parce que tout le monde est en train de travailler avec... Voilà, donc, les problèmes de système ont plus se poser. Ouais. Mais on se plaignait beaucoup du cadastre. On dit que le cadastre a son système propre à lui. Oui, non, le système claque. C'est à l'origine. C'est ce que les Blancs ont utilisé pour pouvoir faire le cadastre de la Côte d'Ivoire, disons des anciennes villes que vous voyez. Donc, c'est là.
Voilà, et c'est partant de là que, bon, on a un autre système, on travaille dedans. Donc, tout ce qui est en WS84, on convertit en claque. Mais aujourd'hui, en tout cas, le GPS fait que le cadastre a demandé, en tout cas, tout cadastre est en train d'être érigé en, comme on appelle ça, en WS84. Oui, c'est bon, Voilà. ça va faciliter les choses. Super. Nous avons, j'ai certains de mes collègues qui ont fait le master ici ensemble aussi, ils sont deux comme ça. Ils ont beaucoup besoin des géomaticiens aujourd'hui. Ils travaillent beaucoup les géomaticiens. Il y a deux de nos camarades. Oui. Voilà. Oui, au niveau du ministère de la Construction, au niveau du cadastre. Oui, même au niveau du ministère aussi, j'ai au moins 5 personnes ici au niveau du CURAT ici qui sont entrées, ils sont au niveau du cadastre aussi. Ici, ils ne sont pas. 6 comme ça. 5 ou 6 comme ça. Nous, dans la même promotion, ils sont voilà, au niveau des choses. C'est de l'urbanisme. Voilà, c'est ça. Voilà, après la PJ. Oui. OK. D'accord. OK. D'accord. Le service. Ouais, d'accord. Ok, je sais que le jour, comme c'est en virtuel, le jour, on va se retrouver, on pourra mettre un visage maintenant quand j'entends. La semaine prochaine, moi, je serai là. Ah, d'accord. Ok. Suleiman, Adengra, moi c'est Marc. Hein. C'est Marc. Ah, d'accord. Voilà. Il y a aussi le lieutenant Lydie qui est des eaux forêts qui n'est pas en ligne actuellement. Ah, d'accord. Ok. Elle est un peu. Ok, d'accord. Je pense que le vendredi prochain aussi, je pense que le professeur sera là, on sera ensemble, donc je pense que c'est possible. D'accord. Non, monsieur, le projet, c'est le projet OO. Oui, le professeur OO, c'est les 5. Ah, ok. Il m'a appris à l'IGT, là. Ah, d'accord. Ah, d'accord, super. Ah, c'est le directeur de thèse aussi. Oui, c'est eux-mêmes qui nous ont parlé du CURAT depuis l'IGT. Hein. D'accord. Ouais. Ils nous parlent du CURAT quand on fait la leçon avec lui. Je vais faire partie des parenthèses du CURAT. D'accord, donc c'était une parenthèse. D'accord, merci, monsieur. Donc, on parlait de lab à solution, on parlait de lab à solution. Donc, on dit que ça permet de décrire la situation future qui prévaudra une fois les problèmes résolus, d'identifier et hiérarchiser les objectifs, de visualiser les problèmes moyens faits, de choisir la stratégie adaptée pour l'intervention. Donc, c'est dans la même logique qu'on est, hein, décrire la situation future. Est-ce que d'abord, d'accord? OK, il n'y a pas de souci. Donc, on va passer à l'interprétation du graphique. D'accord. Voilà. OK. Donc, on a vu, vous voyez un peu le cheminement. Vous avez vu un peu le cheminement? Oui. Voilà. Monsieur Adegra ou Monsieur Suleiman, qui peut analyser un peu le graphique qui se présente sous nos yeux là? Monsieur. Ici. Monsieur. Oui. Ah, bon, ici, le graphique nous montre les moyens utilisés. D'accord. Les moyens utilisés pour régler le problème de la pénurie alimentaire dans cette zone. C'est ça. OK. Donc, essayez d'analyser et puis je vais voir. Essayez de mettre. Oui. Bon, il y a les moyens utilisés, il y a aussi les facteurs favorisants qui ont favorisé aussi. Il y a quelque chose que j'attends en fait. Il y a quelque chose que j'attends parce qu'on a vu un premier graphique un peu plus en haut et puis on est descendu au deuxième graphique. Je souhaiterais que vous fassiez le lien entre les deux graphiques. Bon, monsieur, moi, je pense que c'est au niveau de l'organisation, c'est la même. Hein. C'est Suleiman qui parle ou bien c'est Scalayo? C'est Suleiman. C'est Suleiman. Vas-y, Suleiman, tu as la parole. C'est la même organisation, monsieur. C'est la même organisation. Vous voyez. Bon, en fait, les deux graphiques sont là. On va essayer d'analyser les deux graphiques ensemble. Vous voyez, dans un premier temps, dans le premier graphique là, en haut là-bas,
il était question de pénurie alimentaire. Vous avez vu, non? Donc, Oui. voilà. La solution qu'on cherche, s'il y a une pénurie, donc la solution, on voudrait qu'il y ait une disponibilité de nourriture accrue. C'est-à-dire qu'il y ait une abondance de nourriture. Donc, ne perdez pas de vue l'arbre à problème et l'arbre à solution. Je ne sais pas si vous me suivez. Regardez très bien. Voilà. Je répare pour que vous puissiez mieux analyser, pour comprendre. Vous voyez ici, voilà. On a vu, il y a une pénurie alimentaire. Il y a une pénurie alimentaire et qui était due à une diminution de production agricole des collines, diminution de production, et puis on a donné des causes. Est-ce que vous voyez? Donc, on cherche à apporter la solution à ce problème-là. On a identifié le problème, on a identifié les causes de ce problème. Et donc, on va passer maintenant, nous allons passer à la solution. La solution, c'est quoi? Là-bas, il y avait une pénurie alimentaire. La solution qu'on voudrait, c'est avoir la nourriture accrue. Donc, on parle de disponibilité de nourriture accrue, abondante. Voilà. Donc, on va nous demander de construire l'arbre à problème et l'arbre à solution. On doit pouvoir trouver une relation de oui, justement, tu l'as dit. Voilà. Disons que c'est, comment on appelle ça? C'est une, je ne sais pas si je dirais une similitude. C'est une, comment on appelle ça? Il y a un mot mathématique là, qui relie ces deux. Parce que c'est en haut, nous avons le problème qui est posé avec les facteurs qui ont occasionné ce problème-là. Et en bas, nous avons ce problème qui est résolu, mais avec ces mêmes facteurs qui ont favorisé, n'est-ce pas, comment on appelle ça, qui ont favorisé cette disponibilité de nourriture. C'est ça. Bon, voilà, ça dit que c'est les mêmes, c'est comme s'il y a un problème à donner et il y a quelque chose qui a provoqué ce problème. C'est ça. Et ce qui a provoqué là, quand on veut guérir ce problème, quand on veut résoudre ce problème, c'est ce qui a été touché là. Je crois que c'est ce qu'il faut, c'est à cet élément-là qu'il faut apporter remède. C'est ça. Il faut apporter remède. Voilà, donc je pense que c'est un peu dans cet esprit-là que les deux tableaux ont été conçus. Okay. Donc vous voyez que entre les deux tableaux, le second vient répondre il vient apporter la solution au premier que nous avons analysé. Donc, en premier, nous avons constaté qu'il y avait une pénurie alimentaire. Donc, si on veut régler le problème de pénurie alimentaire, c'est qu'il y ait de la nourriture en abondance. Donc, une disponibilité de nourriture accrue. On avait dit qu'il y avait une diminution de production agricole des collines. Donc, il faut qu'on apporte la solution. Donc, c'est d'améliorer la productivité, la production agricole des collines. Et donc, en le faisant, on avait dit que l'érosion des terres en pente, cette fois-ci, on va, l'érosion des pentes là, on va trouver des stratégies pour réduire ça, pour ne pas qu'elle impacte négativement notre culture. Et on avait dit qu'il y avait destruction des récoltes. On a dit cette fois-ci, les moyens qui sont employés, c'est de trouver, de faire des récoltes protégées. Par contre, de l'autre côté, on avait dit qu'il y avait une diminution de production agricole des rizières. Donc, il faut qu'on améliore la situation pour que ce qu'on plante dans les rizières ne puisse pas disparaître. Donc, on améliore la production agricole dans les rizières. Et en améliorant, qu'est-ce qu'on fait? On avait dit que le réseau d'irrigation était non fonctionnel, mais cette fois-ci, il faut le réhabiliter, qu'il soit apte à nous produire une bonne production. Et on a vu que l'approvisionnement en intrants il y avait un problème d'approvisionnement en intrants. Oui, donc cette fois-ci, l'approvisionnement en intrants est assuré. Et on avait dit aussi que la capacité d'achat en période de soudure, il y avait un problème de capacité d'achat en période de soudure. Donc, pour faire face à ça, là,
on a donné un crédit aux producteurs pour qu'ils puissent faire face à l'achat, pour qu'ils puissent avoir une capacité d'achat élevée, ne pas qu'ils sentent s'il n'a pas la capacité d'acheter, mais qu'il a les moyens, il peut l'acheter ailleurs et venir planter. Est-ce que vous voyez? Donc, on lui donne un crédit de campagne. Donc, c'est en fait ça. C'est être à mesure de comprendre le fonctionnement de ces deux tableaux-là. Parce que c'est à ça que vous serez appelé à répondre. Et quand je dis ça, lui là, quelle est sa solution ici? S'il dit il y a pénurie alimentaire, donc quand je règle le problème de pénurie alimentaire là, c'est pour aboutir à quoi? À une disponibilité de nourriture accrue. D'accord? Quels sont les problèmes que j'avais identifiés qui faisaient qu'il n'y avait pas mangé? Il n'y avait pas mangé parce que la diminution de production agricole des collines. D'accord? S'il y a la diminution de production agricole par les collines, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut améliorer la production agricole dans les collines. S'il y avait une diminution de production agricole des rizières, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une amélioration de la production agricole des rizières. Quelles sont les causes qui favorisent la diminution de la production agricole des collines? Quels sont les moyens que j'apporte pour réduire, pour améliorer ça? Donc, ce sont deux schémas qui se complètent en fait. Se complètent quand je trouve les problèmes ici. Quand je trouve les problèmes, je dois pouvoir trouver la solution adaptée au problème que j'ai identifié ici. Si vous avez compris ce mécanisme-là, vous avez compris. Donc, on ne cherche pas les problèmes, on n'identifie pas les problèmes et venir trouver des solutions qui n'ont rien à voir avec les problèmes qu'on a identifiés. C'est l'idée qui est là. On ne peut pas trouver des problèmes. Voici le problème, voilà le problème que j'ai identifié. OK. Et puis trouver des solutions qui n'ont rien à voir avec les problèmes que j'ai identifiés. Donc, il doit y avoir une relation. Il doit y avoir une relation entre le problème là et la solution. Quand on dit oui, c'est effectivement ça, ça peut régler ça. Ça peut régler ça. Mais on va identifier des problèmes et puis on parle de solutions qu'on pourrait dire inventer. Non, c'est une suite logique. C'est une suite logique. Donc, c'est pourquoi je vous ai demandé d'être capable, est-ce que je vous ai amené à pouvoir analyser le tableau numéro 1, analyser le tableau numéro 2 et de trouver quelle est la relation entre ces deux tableaux. Ces deux tableaux-là sont liés. Les problèmes qui ont été trouvés ici, les solutions sont adaptées aux problèmes qu'on a trouvés. Les solutions ne diffèrent pas des causes qu'on a identifiées ici. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais faire ressortir. Et c'est pourquoi je vous demandais de vous-même analyser ces deux différents tableaux. Est-ce que c'est bien assimilé? Oui, c'est compris. D'accord. Si vous avez des questions sur ça, on peut. Vous avez vu qu'on a dit capacité d'achat en période de soudure. C'est-à-dire que sa capacité d'achat est limitée. Si sa capacité d'achat est limitée, on lui donne un crédit. On dit qu'il n'a pas l'argent pour pouvoir acheter, il est limité dans ses achats. Donc, qu'est-ce qu'on fait? OK, on va lui octroyer un crédit. Avec ce crédit, il peut acheter. Donc, s'il achète, voilà, il ne pourra pas être limité par le fait qu'il n'a pas l'argent. Donc, c'était la relation là que je voulais vraiment faire ressortir parce que c'est vraiment important. C'est le nœud qui est là. Vous ne devez pas trouver des choses, des problèmes, identifier des problèmes et aller trouver des solutions et des moyens qui sont inadaptés. C'est ici que non, André, que vous n'avez pas compris c'est pourquoi vous avez identifié ça. OK, si on n'a pas grand-chose, on peut passer. Donc, ici, voilà. C'est l'article global. Donc, je vais demander à monsieur. On va demander à monsieur Adegra de nous interpréter ce graphique-là aussi que je présente.
Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on comprend? Bon. Ici, on parle d'objectif global. On parle de l'objectif global. Bon, on a le tableau, hein, ils ont mis l'objectif global, impact, objectif spécifique, l'effet, et on met, et on parle ici des résultats de 1 à 4. C'est ça. Et en bas, nous avons les activités aussi. À chaque résultat, on a des activités qui sont associées.